Alors cette présentation, c'est toujours une joie et puis c'est toujours assez frustrant. Voilà. C'est le paradoxe, c'est qu'on a énormément de choses à dire et on doit le dire en 12 minutes. Donc voilà, j'ai fait une sélection qui est assez partiale, hein, des articles qui m'ont paru intéressants durant les 2 années passées, principalement l'année passée, tout du moins. Et sur la base de lecture d'un ensemble de revues à la fois de prévention de l'infection, de microbiologie, et puis des revues un peu plus générales qui ont publié des articles. Alors je vais commencer par un article qui est plus de l'ordre épidémiologique pour essayer de vous montrer les données récentes concernant le nombre total d'infections histo-opératoires en Europe et également le fardeau que ça crée, l'impact que ça a sur la qualité de vie des patients par cette étude publiée en 2016 par Cassini Plossman, en fait, qui est une étude qui a repris l'ensemble des données accumulées lors de l'enquête nationale de prévalence 2012 pour essayer d'évaluer les incidences d'une part, et également d'essayer d'évaluer le nombre total à l'échelle européenne des infections du site opératoire. Il y a les infections associées aux soins de manière générale, mais j'ai tiré les informations des infections histo-opératoires avec de l'ordre de 800 000 infections histo-opératoires par an. C'est une somme assez importante et qui ont un impact sur la qualité de vie des populations de 0,8 pour 100 000 habitants de années de vie avec handicap, et puis de 57 années de vie perdues pour 100 000 habitants, qui étaient estimés également durant cette étude, et un décès attribuable de l'ordre de 16 000 à l'échelle de la population européenne. Donc c'est quand même des nombres qui ne sont pas négligeables, et un impact qui est pour les bactériémies plus les pneumopathies acquises sous ventilation de 56% de l'ensemble des décès attribuables et 18% pour les infections histo-opératoires. Alors ce qui était intéressant dans cette étude, c'est le rapport qu'il peut y avoir entre l'incidence, c'est-à-dire le niveau de survenue, la fréquence de survenue des infections et l'impact que ça peut avoir. Et on voit que les ISO, en fait, chutent de la première place en termes d'incidence à la 4e place en termes d'impact sur la qualité de vie, de la même manière pour les ISO. Et au contraire, les pneumopathies et les bactériémies, elles grimpent au premier rang, avec des infections histo-opératoires qui représentent 30% de l'ensemble du fardeau représenté par les infections associées aux soins. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des recommandations qui ont été publiées pour la prévention des infections histo-opératoires. Bien entendu, quelques notions ont été évoquées hier dans la session internationale, notamment par l'OMS, par les sociétés savantes, sociétés américaines de chirurgie, le CDC aux États-Unis. Et toutes ces recommandations ont été réalisé dans le cadre d'un groupe de travail et qui a réalisé un effort énorme de synthèse et d'analyse de l'ensemble de la littérature, avec 27 méta-analyses qui ont été effectuées sur la base d'essais randomisés par le passé, et donc la publication adjacente ou concomitante à ces recommandations de pas mal de papiers. Je ne vais pas les traiter durant cette présentation, mais je vais essayer de les lister, enfin j'ai essayé de les lister sur ces diapositives qui est assez lourde, hein, je suis désolé à lire, et notamment sur les points où ils ont tranché. Le premier, c'est la décolonisation des patients porteurs de Staphylococcus aureus, quel que soit le type de chirurgie, donc des choses assez surprenantes. Le contrôle de la glycémie pour les diabétiques, mais également pour les patients non diabétiques. L'antisepsie qui doit être effectuée avec une solution d'alcool plus de chlorhexidine. La FiO2 à 80% en péropératoire, mais également en post-opératoire durant les 2 à 6 heures qui suivent. Les champs adhésifs pour l'incision qui ne sont plus à utiliser. Il faut prendre en considération éventuellement l'irrigation de la plaie avec la polyvidone iodée avant la fermeture. Utiliser les fils imprégnés de triclosan pour la prévention de l'ISO. Et puis maintenant, il n'est plus nécessaire d'utiliser la ventilation unidirectionnelle dans le cadre de la prévention des ISO, même en chirurgie orthopédique. Et puis l'arrêt de l'antibioprophylaxie après la fermeture, donc pas plus d'antibioprophylaxie en 24 heures post-opératoire. Alors tout ça a généré pas mal de controverses, notamment sur la FiO2, avec des données récentes qui finalement contredisaient ces recommandations, des choses qui ne sont pas réalisables en pratique.
donc une lettre qui a été envoyée à Lancet Infectious Disease, des inquiétudes notamment sur le risque lié à l'hyperoxie par le post-opératoire, et puis également sur la notion de décolonisation avec une analyse du professeur Bonten aux Pays-Bas qui visait à démontrer que la décolonisation systématique était probablement plus efficiente que le dépistage plus la décolonisation des patients retrouvés porteurs. En revanche, il y a une chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, c'est la résistance à la fois à la chlorhexidine et à la mupirocine. Et donc, si des stratégies dans certains pays doivent être adoptées, vont dans ce sens, il faut que le monitorage soit fait de manière efficiente et efficace pour essayer de revenir sur la stratégie. Papier suivant du Lancet Infectious Disease, cette année, assez récent, sur le timing de l'antibioprophylaxie. On se pose toujours un peu la question de quand commencer l'antibioprophylaxie avant l'incision. Et là, c'est un essai randomisé qui a essayé de comparer l'administration précoce versus l'administration tardive de l'antibioprophylaxie par un essai randomisé qui comparait donc 2 bras, que je vais présenter juste après, en Suisse, sur des spécialités chirurgicales générales, orthopédie et vasculaire. Et donc, l'administration dans un des bras était 30 à 75 minutes avant l'incision, et dans le second, 0 à 30 minutes avant l'incision. Et ils ont essayé d'évaluer les choses sur des critères de l'ordre de l'infection, mais également des critères plus généraux. Et lorsque l'on compare l'administration précoce versus l'administration tardive, eh bien, on peut constater qu'il n'y a rien de significatif, que ça soit pour l'infection du site opératoire, superficielle, profonde ou d'organes-espace, mais également pour la mortalité à 30 jours, toutes causes comprises, et puis la médiane de durée de séjour, donc l'impact sur la prolongation de durée de séjour, avec une population de l'ordre de 5000 patients, donc un essai assez puissant. Et donc les auteurs concluaient au fait que finalement il n'y avait pas de différence entre l'administration précoce et tardive, et concluaient également au fait que dans leur hôpital, ils allaient garder les recommandations actuelles qui restent à 60 minutes en Suisse, avant l'incision. Et le message plus général, c'est de dire que l'antibioprophylaxie, bien entendu, doit prendre en compte la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de l'antibiotique que l'on administre. Cette étude assez récente sur la comparaison des coiffes bloc-opératoires et le risque d'infection en fonction des coiffes. Alors, c'est une controverse aux États-Unis qui a été alimentée par 2 sociétés, l'une des chirurgiens, l'autre la société des IBOD. C'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Enfin, plutôt IBOD et IAD d'ailleurs, mais bon. Et donc, ils ont essayé de comparer une stratégie qui portait sur le port de coiffe classique qui ne recouvrait pas l'ensemble des cheveux par les chirurgiens, par l'ensemble du personnel avant, donc c'est une étude avant-après, et également la possibilité dans cette période avant de porter également des charlottes. Et puis, ils ont banni ces coiffes qui ne recouvrent pas l'ensemble des cheveux et ont fait porter des charlottes à tout le monde dans la phase d'après. Et quand ils ont comparé sur 16 000 interventions de neurochirurgie les taux d'infection du site opératoire, ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien de significatif. Il faut prendre ces résultats avec précaution puisqu'il s'agit d'une analyse très basique, statistiquement parlant, ne tenant pas en compte pas mal de facteurs confondants. Donc ce sont des conclusions qui sont à prendre avec précaution. Alors, une autre étude qui se base sur l'engagement, l'implication des patients dans leur prise en charge et le travail en équipe. C'est une étude qui a été publiée cette année dans Annals of Surgery, qui avait pour but de voir si l'amélioration de la réhabilitation précoce post-opératoire pouvait permettre de prévenir les infections associées aux soins lors de l'hospitalisation. Et une méthode la méthode, c'était une méta-analyse des études. Et juste pour vous parler de la réhabilitation précoce, eh bien, ça se base sur un ensemble de principes, notamment la délivrance de bundles de soins de base qui se basent sur l'évidence, de manière à permettre la diminution des durées de séjour. C'est notamment la normothermie, la normoglycémie, tous les paramètres physiologiques, le maintien de l'ensemble des paramètres physiologiques, de minimiser le stress lié à la chirurgie, d'optimiser le point de vue et la perception du patient pour la chirurgie, puis de restaurer la physiologie aussi vite que possible après la chirurgie. Donc il y a eu 41 comparaisons qui ont été effectuées, une méta-analyse, et qui montrait que, et c'est pas surprenant, mieux le parcours du patient est pris en charge, plus tôt il rentre chez lui et moins il y a d'infections associées aux soins, que ce soit pour les infections pulmonaires, urinaires ou pour les infections du site opératoire. Et le message, c'est qu'il faut probablement essayer d'améliorer le parcours du patient pour limiter sa présence dans nos murs
et travailler en équipe, transdisciplinarité, je pense que je n'ai pas à vous convaincre, pour coordonner l'ensemble des phases opératoires. Et c'est une étude qui est intéressante puisqu'elle a été publiée également dans le cadre de publication de choses en France dans ce domaine-là, sur la communication et la coopération anesthésiste, réanimateur et chirurgien, dans le cadre de la HAS, mais également en Grande-Bretagne par une initiative qui vise à créer de nouveaux postes, qui sont des périopératifs staff, qui sont des postes qui font la translation entre la période avant l'arrivée du patient, une personne qui va prendre en charge le patient avant qu'il n'arrive, pendant son séjour, avec le maintien d'un ensemble de choses durant le séjour, et notamment le traitement antibiotique, et puis en post-opératoire sur le suivi de la performance de l'acte. Donc c'est des choses qui sont un peu en vogue, que ce soit en France ou ailleurs. Dans le cadre de l'engagement du patient, il y a également cette étude, je vais passer rapidement, mais qui a été publiée là, le mois dernier, sur les recommandations fondamentales à donner au patient, pour lui donner la possibilité de comprendre les choses qui sont faites pour prévenir l'infection du site opératoire et essayer de l'engager dans la dynamique de prévention. Et ces 9 recommandations ont été listées dans ce papier, avec un format de brochure qui a été effectué également pour améliorer les compréhensions. Et il y a également la possibilité d'utiliser les médias sociaux en ce sens, les sites internet et les smartphones. Tout est dans le papier de Tartari. Alors une étude intéressante sur la surveillance des infections post-opératoires, et est-ce que avoir une photo finalement améliore la surveillance des infections post-opératoires? C'est une étude où un groupe de personnes devait évaluer des cas avérés d'infections post-opératoires, mais à l'aveugle, pour savoir quel était leur point de vue. Et puis d'un autre côté, on leur donnait des cas sûrs n'étant pas d'infection post-opératoire. Et on faisait ça avant leur donner une photo, donc, sur la base d'un ensemble de critères cliniques, et puis après leur avoir donné une photo. Et ce que l'on constate dans cette étude, c'est que les personnes qui évaluent les cas changent de point de vue avec la photo, et souvent dans le bon sens, que ça soit en sous-diagnostic ou en sur-diagnostic, donc ISO par erreur, et ça de manière significative. Les gens qui pensaient avoir une ISO face à eux initialement sur la base des données cliniques changeaient leur point de vue quand ils avaient la vision de la plaie et disaient qu'il n'y avait pas d'infection post-opératoire à raison, et ça peut participer finalement à améliorer le diagnostic des ISO et éventuellement engager également le patient dans la surveillance. Les auteurs orientaient le papier de manière assez aiguë sur le développement de cette application smartphone qui permet aux patients de comprendre un certain nombre de choses, de renseigner des données, éventuellement d'appeler le consultant qui permet de lui donner des infos, et puis de prendre une photo de sa plaie pour éventuellement l'envoyer directement à l'hôpital. Donc c'est des choses qui sont également en vogue pour l'engagement des patients. Alors je vais terminer par cette étude qui est française, hein, je suis chauvin comme tous les Français, une étude donc du CHU de Lyon que je vous incite à lire puisque c'est un modèle en fait d'investigation épidémiologique à mon sens, où il a été effectué une investigation d'une épidémie d'infection urinaire associée aux soins après biopsie de prostate, qui est un acte ambulatoire qui est à risque et qu'il ne faut pas négliger en tant que risque. Il y a eu 6 patients qui ont été notés avec des dysuries dans un espace de temps restreint de 10 jours après biopsie de prostate, avec des germes qui étaient des germes plutôt de l'eau, Chromobacter xyloisidans, de l'environnement, 4 infections urinaires, et puis 2 autres germes également du même ordre. Et lorsqu'ils ont effectué une inspection et une investigation, ils se sont aperçus que les éponges stériles qui servaient à nettoyer l'aiguille après avoir récupéré la biopsie étaient contaminées par des mains lors de la manipulation, des mains qui n'étaient pas désinfectées, que le conteneur de l'éponge était réutilisé d'un jour à l'autre et qu'il était réutilisé en laissant durant la nuit l'éponge dedans avec jamais un séchage complet de ce conteneur, ce qui pouvait nous permettre de penser qu'il y avait des bactéries qui pouvaient perdurer. Et puis les éponges ont été mises en culture, elles étaient positives avec les 5 espèces retrouvées, dont les espèces en cause dans les infections urinaires. Et puis le facteur de risque principal, c'était de passer en premier le matin et donc avoir les conteneurs qui étaient infectés et exposés aux conteneurs infectés dans un premier ordre. Et puis l'identité de l'opérateur, notamment par la manipulation donc des dispositifs. Voilà, c'est tout pour les infections du site opératoire.